Je pense que oui, dans les sens où on est en train de reconstruire les fondations physiques de l'économie. On fait face à des constraints réels, comme par exemple les raretés des matériaux, les émissions industrielles, la fragilité des chaînes d'approvisionnement, la souveraineté. Et ces constraintes ne se résolvent pas seulement avec du code. Elles se résolvent aussi avec de la science qui après devient l'industrie. Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Gustavo, merci d'avoir accepté d'échanger avec moi. Je t'ai sollicité ou je t'ai proposé qu'on échange sur un sujet sur lequel toi tu as écrit plusieurs articles et que tu traites au quotidien, mais celui de la startup hard tech, on va dire, ou de cette question un peu de hard tech qui peut s'opposer au software, et puis la question d'IA un peu plus physique. Et donc moi je trouvais ça intéressant comme sujet parce qu'on parle beaucoup de d'IA dans le domaine du software. Toi, chez Altrov, vous travaillez plus sur l'utilisation de software, mais dans le monde physique. Et donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Mais je te laisse te présenter et je veux bien que peut-être tu dises un petit peu d'où tu viens et ce qui t'a amené à travailler aujourd'hui donc chez Altrov, que tu vas peut-être présenter sur la partie stratégie, opération et utilisation des techno-d'IA pour développer des matériaux. Bon, bonjour, je m'appelle Gustavo, je suis espagnol et je travaille chez Altrof. C'est une start-up parisien qui développe des nouveaux matériaux avec l'intelligence artificielle. Donc, pour donner un peu plus de mon parcours, je suis ingénieur industriel par la Polytechnique de Madrid. Et avant, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil à Madrid sur des sujets liés surtout dans la supply chain. J'ai changé le monde du conseil, plus focalisé sur l'aviation, pour le monde de l'exécution, donc de l'autre côté du mur. Au cabinet, j'ai travaillé avec des grandes boîtes du secteur énergétique, industriel. Et par contre, chez Altrof, j'étais les premiers collaborateurs côté business. Donc maintenant, je suis le directeur de stratégie opération, où je travaille des sujets go-to-market, stratégie business et mise à l'échelle industrielle. Donc, en résumé, je travaille à l'intersection de la technologie, où la technologie rencontre le marché. Dans la Artex, c'est un endroit très critique. C'est là où la technologie et le business doivent avancer ensemble pour que tout ça marche. Peut-être, ouais, juste avant de rentrer dans le détail, parce que tu as écrit des articles sur le sujet, donc j'ai pas mal de questions là-dessus, mais tu vois, peut-être juste préciser un peu ce que vous faites chez Altrov. Et moi, c'est un sujet que j'ai pas trop exploré, tu vois, dans les épisodes, mais la question du go-to-market, et peut-être juste dire deux mots là-dessus, parce que c'est quelque chose, en tout cas en France, on en parle un peu aujourd'hui, mais pas tant que ça. Et tu vois en quoi c'est important peut-être pour une boîte comme Altrov qui fait de la techno et de la techno appliquée au monde physique. Altrof, on développe des nouveaux matériaux avec de l'intelligence artificielle, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait la simulation, la synthèse et même la mise à l'échelle. Et on utilise énormément la IA. Et après, un laboratoire automatisé, on peut parler un peu après, on peut parler de ça. On utilise énormément la IA pour aller tout au début du procès jusqu'à la fin, jusqu'à la commercialisation en échelle. Et le deuxième point, on peut parler un peu du go-to-market. Et c'est vraiment, alors on peut, bien sûr, les cœurs de la boîte, c'est la technologie, c'est une boîte technologie, en fait, c'est une boîte deep tech, et dont la technologie, c'est bien sûr les protagonistes de la boîte, mais on peut concevoir les go-to-market comme les couches business qui, surtout dans les premières étapes de la boîte, répond, est-ce que si on arrive à faire la technologie, cette technologie, c'est viable au niveau commercial. Pour donner un peu un résumé très haut niveau, on peut aller jusqu'au détail après, mais pour donner un peu en détail c'est quoi les go-to-market, au moins exactement dans une deep tech, dans les premières étapes du développement. Ça a le mérite d'être simple et efficace comme définition, mais je te posais la question parce que en France, en tout cas, on est relativement reconnu, tu vois, sur cette partie technologique. On a des super ingénieurs, des gens qui produisent des super produits. Pour autant, parfois, on peut faire remarquer aux entreprises ou à ces entrepreneurs-là, surtout ceux qui ont un parcours plutôt scientifique, de se dire, bah, en fait, si j'ai un bon produit, ça va suffire et il va trouver son marché. Et en fait, souvent on se rend compte que c'est pas si simple que ça, même si tu as quelque chose qui est un bon produit, ça suffit pas. Euh, je disais tout à l'heure que tu avais écrit des articles sur ces sujets-là. Il y en a un
où tu présentes une grille d'analyse sur justement, les technos, d'IA, et tu dis qu'une entreprise qui se trompe de cellules dans la grille va optimiser un peu les mauvaises métriques et va utiliser son capital pour traiter, les mauvais problèmes. Quelles sont justement, toi, on parlait de go-to-market que tu définissais juste avant, les erreurs les plus fréquentes que toi tu observes, et notamment quand on essaie de transposer ce qui se fait plutôt dans le software, dans la hard-tech? Si tu as des exemples, je veux bien que tu les utilises pour présenter ça. Si tu veux, je peux présenter un peu les contextes et les frameworks. Un peu, on peut parler un peu des erreurs que, au moins de mon point de vue, j'y vois un peu et comment les éviter. Donc, je pense que tout au début, la narrative dominante est de l'IA comme un marché relativement unifié. Et l'IA, je pense, je parle de l'IA et aussi de la technologie. Donc, tu construis un modèle, tu mets une API, tu factures par cherche ou par token. Je pense que ça marche bien quand on parle des générations de contenus ou des complétions des codes, mais ça marche beaucoup moins quand on parle de développer un nouveau matériau, par exemple, ou de coordonner la robotique sur un chantier. Donc, après, l'écart entre ces éléments n'est pas seulement technique, il est commercial, il est opérationnel, il est financier. Et pourtant, on a tendance à tout mettre dans les mêmes playbooks. Dans les frameworks, mais les frameworks reposent sur des axes annexes, c'est les derrière des nouveautés. Est-ce qu'on complète des patterns existants ou est-ce qu'on explore un territoire inconnu? Et un Y, c'est les décrets d'abstraction. Donc, est-ce qu'on manipule de l'information pure, on va dire, ou est-ce qu'on touche les mots physiques? Donc, ça donne une grille avec des différentes cellules. On peut parler des exemples, mais chacun représente pas seulement un type d'application différent, mais aussi un business model différent, un go-to-market différent, etc. Donc, je peux donner quelques exemples appelés après, mais par exemple, ça donne ça dépend comment on fait l'ordination, mais peut-être que la manière plus simple, c'est de regarder les coins. Dans un base gauche, par exemple, les plus connus, ChatGPT, c'est GitHub, Copilot. Donc, du coup, c'est l'IA qui travaille de l'information existante, mais des patterns connus. Et on va à droite, on peut parler de la conjecture. Donc, c'est des projets comme FunSearch de DeepMind, où l'IA propose des résultats mathématiques sans précédent. En haut, on va dans l'élément physique. En haut gauche, automatisation de physique. Donc, par exemple, le robot d'Amazon dans les entrepôts ou Waymo sur la route. Et en haut à droite, c'est les territoires les plus vides et les plus durs de la technologie qui construit la technologie dans des environnements physiques inconnus. Donc, c'est là où il y a les moins des mondes et probablement les plus d'impact à long terme. Altrof se situe quelque part au milieu de cette grille. On peut parler un peu plus Altrof après. Mais je dis tout ça parce que c'est important à retenir que cette grille, chaque cellule implique un business fondamental différent. Et c'est une façon de vendre et de financer. Donc, une boîte qui se trompe des cellules, au moins des modèles pour les cellules où il veut être, va optimiser pour les mauvaises métriques et brûler du capital sur les mauvais problèmes. Avant, tu m'as demandé, Clément, les erreurs dans ces côtés-là. Je vais généraliser un peu, mais bien sûr, je vais parler surtout dans les points au milieu du grille. Non, il y a plusieurs. Les premières, par exemple, c'est les cycles des ventes. Donc, en software, par exemple, maintenant, je vais collapser un peu les modèles. Je vais généraliser entre software et hardware. Donc, ça va être un peu la dichotomie pour simplifier les réponses. Dans le software, tu peux, par exemple, en parlant de les cycles des ventes, tu peux closer un jour ou en semaine. Un hard tech, parfois on parle des mois, parfois d'années. Dans un fondateur qui vient de SaaS, arrive à un mindset close fast, iterate fast, mais les clients industriels ne fonctionnent pas comme ça. Il a besoin des validations, des certifications, des preuves physiques. Donc, tu ne peux pas lui envoyer un lien et lui dire essaye pendant 14 jours. Donc, ça, c'est les premières erreurs que je vois. Les décisions, c'est par exemple que c'est tout vendre aux mauvais interlocuteurs. Dans SaaS, par exemple, tu vends un knowledge worker ou un CTO, un Chief Information Officer, etc. En hard tech, ton acheteur, c'est souvent les directeurs les R&D ou aussi parfois les CTO d'un grand industriel. Donc, les budgets sont différents, les processus des décisions sont différents, les critères sont différents. Donc, par exemple, si tu appliques une stratégie de vente bottom-up dans un environnement où les décisions sont top-down et très contrôlées, parfois tu perds ton temps.
Donc, première, cycle des ventes. Deuxième, mauvais interlocuteur. Troisième, on peut parler, par exemple, d'appliquer des métriques SaaS dans une business physique, les CAC, parfois les ARR, au moins les logo count au début. Donc, parfois, ça n'a pas beaucoup de sens quand ton produit, c'est un matériau, par exemple. Les succès en hard tech se mesurent en yield, performance technique, throughput, niveau de partenariat, etc. Si tu construis ton dashboard avec des métriques software, tu vas raconter la mauvaise histoire à tes investisseurs et aussi prendre les mauvaises décisions en interne. Donc, ça, c'est le troisième. Les quatrièmes, on peut parler, par exemple, de sous-estimer le rôle de la validation physique. En software, tu peux shipper un MVP et itérer. Dans les hard tech, ton client ne va pas mettre un matériau non validé dans sa chaîne de production. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une progression naturelle. Donc, chaque étape réduit les risques commerciaux. On peut parler un peu de ça après, si tu veux, des différents niveaux de ces points-là. Mais chaque étape réduit les risques commerciaux, mais aussi les risques techniques, parce qu'il contraint ce qui vaut la peine d'être développé. Donc, sous-estimer le rôle de la validation physique. Et pour finaliser, pour arrêter de donner des exemples, je pense que c'est très important de croire que les pivots est gratuit. Dans un software, pivoter, c'est presque un vertu. En hard tech, et chaque pivot coûte du temps, du capital et potentiellement de la crédibilité auprès des partenariats et clients. Donc, le choix initial de marché est beaucoup plus engageant. Et s'est trompé tôt et verrouiller la boîte sur un chemin difficile à corriger. Un résumé pour finaliser ces points-là. Je pense que les problèmes de fond, c'est que les playbooks software est optimisé sur la vitesse et l'itération, qui marche très bien dans ces codes-là. Mais les hard tech demandent parfois de la précision et de la patience. Donc, tous les deux sont valides, mais bien sûr, les deux contextes sont très différents. Une question que je me pose en t'écoutant, c'est que tu as écrit t'as écrit ces articles, tu as posé un peu cette matrice de réflexion. Donc, j'imagine que si tu as pris le temps de faire ça, c'est que, à minima, toi, tu as été confronté à ces problèmes ou tu as vu des gens confrontés à ces problèmes-là. Tu vois, est-ce que ces erreurs-là que tu décris ou tu as l'utilisation de ces technologies logicielles pour résoudre des problèmes ou accélérer des choses dans le monde physique, est-ce que c'est quelque chose que tu vois fréquemment, qui arrive fréquemment, tu vois? Parce que, en t'écoutant, je me dis, bah, en fait, enfin, ça c'est logique un peu ce que tu décris bah, oui, en fait, le monde «virtuel» entre guillemets, il fonctionne pas comme le monde réel et faire un SaaS, pour, je sais pas, créer enfin, tu parlais de complétion de code, c'est pas la même chose que de développer un logiciel dont in fine le résultat, ça va être du matériau, tu vois? Donc, ma question, c'est un peu pourquoi tu as ressenti le besoin de formaliser un peu tout ça? Je pense que c'est pour donner un peu l'ordre, toutes ces idées et toutes ces formes de joueurs que je vois chaque jour. Donc, je pense que c'est important. Après, on peut parler aussi de ça, mais je pense que c'est important d'avoir la bonne fondation pour après construire avec ça. Tu peux, même si je parle que l'itération, tu peux bien sûr itérer, et bien sûr, il faut avoir un modèle qui t'aide à comprendre un peu les mondes. Pour moi, c'est important pour des choses. Et tout en première, parce que je suis une personne curieuse, donc je suis très intéressé pour ça. Mais deuxième, ça m'aide aussi au travail. Et troisième, si ça peut aussi aider d'autres personnes, ça c'est génial aussi. Tu en as parlé juste avant de la partie commerciale. Tu vois, tu disais que plus tu avances dans le processus commercial, plus tu réduis le risque. Et toi, je crois que tu décris cette validation commerciale dans le domaine hard tech comme une progression. Alors toi, tu mets 5 niveaux où tu pars de la conversation, tu as un contrat ferme. Est-ce que tu peux ouais, peut-être décrire un peu cette progression et pourquoi en fait c'est à la fois une stratégie un peu commerciale, mais aussi, et comme on est sur du physique, tu vois, un outil qui permet en parallèle de piloter le développement technique et j'imagine aussi de réduire le risque technique parce qu'au bout d'un moment, tu parles d'un truc qui est hyper ouvert, tu sais pas, et puis tu te dis, ok, là, on a vu que ça marchait pas, ça marche, et tu réduis le scope à chaque fois, j'imagine. Je pense que la validation commerciale en hard tech, c'est pas binaire, on m'a dit. C'est pas j'ai un client, j'ai pas de clients. C'est pour moi, c'est une progression et chaque étape réduit les risques. Bon, je pense que dans un de mes articles, j'utilise une métaphore pour expliquer ça. C'est comme construire un pont. Donc, au début, tu ajustes encore, tu es dû au-dessus du vide. Ça montre qu'il y a une volonté de traverser, mais personne ne va risquer sa vie dessus. Donc, à la fin, tu as un pont suspendu à 4 voies avec des rails, des trains, etc. L'objectif, c'est de construire ces ponts étape par étape. Et ça, c'est aussi dans les côtés commerciaux.
J'ai divisé dans 5 niveaux. Le premier niveau, c'est la conversation initiale avec des potentiels partenaires. Donc, cette étape, c'est important parce que les clients confirment que les problèmes existent et qu'il est récent et qu'il est ouvert à en discuter. C'est déjà beaucoup. Ça réalise que tu ne résous pas un problème imaginaire. Le deuxième niveau, c'est l'intention de collaborer. Donc, les clients commencent à partager ses pain points spécifiques. Il y a un début des relations partenariales, etc. On passe du c'est intéressant au on aimerait explorer ça ensemble. Le troisième niveau, c'est un engagement et non contraignant, mais avec des ressources partagées. On travaille sur un projet commun et on met des gens autour de la table. La relation commence à prendre la forme du partenariat à long terme. Les quatrièmes, maintenant, c'est les moments des engagements contraignants. Donc, des ressources sont allouées des deux côtés, pas que d'un, pour escaler les premiers résultats. On est dans du concret avec les implications financières et opérationnelles. Et les 5 niveaux, c'est la relation client-fournisseur, on va dire standard, dont les succès techniques et commercial est confirmé pour ces segments. C'est la fin du chemin et le début d'un autre chemin. Mais cette étape prend typiquement plus de temps que dans d'autres industries, mais les récompenses sont aussi substantielles. Donc, ce qui est clé, c'est pour ça que c'est pas qu'une stratégie commerciale, c'est que chaque niveau ne réduit pas seulement les risques commerciaux, il réduit aussi les risques techniques parce qu'il contraint ce qui vaut la peine de développer. Donc, à chaque étape, par exemple, les clients te donnent des informations sur ce qu'ils comptent vraiment, et sur ce qui est prioritaire, sur ce qui doit fonctionner pour qu'ils s'engagent davantage. Donc, la validation commerciale devient un outil de pilotage du développement technique. Elle te dit où concerter tes ressources. Je pense aussi, l'autre point important, que la progression commerciale doit être couplée, alors pour finaliser, doit être couplée avec la progression technique. Donc, la crédibilité ouvre les premières portes, on va dire, mais c'est la maturité technologique qui te fait passer au niveau supérieur. Tu dis que le software, en fait, il optimise le monde qu'on a déjà, alors que la hard tech, elle construit celui dont on a besoin. Et je veux bien que tu précises ce que tu entends par là. Et tu vois, un peu, peut-être rentrer un peu plus dans le détail de la hard tech finalement. Et est-ce que c'est quelque chose d'assez similaire avec ce qu'on a pu vivre dans les différentes révolutions industrielles? Tu vois, est-ce que c'est de cet ordre-là ou est-ce que ça a quelque chose qui n'a rien à voir pour toi? Ce que je veux dire par là, c'est que les softwares, et aussi puissants soient-ils, opèrent fondamental sur ce qui existe déjà. Donc, du coup, il optimise les flux, il accélère les processus, il rend l'information plus accessible, etc. Et c'est énorme. Mais par lui-même, il ne change pas les substrats physiques sur lesquels tout repose. Dans un hard tech, c'est l'inverse. C'est créer les matériaux, les procédés, les systèmes énergétiques qui rendent possible la prochaine génération de technologies. Par exemple, sans nouveaux matériaux, il n'y a pas de nouvelles batteries. Et sans nouvelles batteries, il n'y a pas d'électrification à grande échelle. Par exemple, les serveurs peuvent optimiser la gestion d'une flotte électrique, mais c'est les hard tech qui rendent la flotte possible. Est-ce que c'est comparable à des révolutions industrielles comme la vapeur, l'électricité, par exemple? Je pense que oui, dans les sens où on est en train de reconstruire les fondations physiques de l'économie. On fait face à des constraintes réelles, comme par exemple les raretés des matériaux, les émissions industrielles, la fragilité des chaînes d'approvisionnement, la souveraineté. Et ces contraintes ne se résolvent pas seulement avec du code. Elles se résolvent aussi avec de la science qui, après, devient l'industrie. Bien sûr, la différence avec des révolutions précédentes, c'est que cette fois-ci, l'IA accélère les processus de découverte. Donc, on a des outils computationnels qui permettent d'explorer des espaces de solutions qui auront pris des décennies, peut-être des années, des décennies à couvrir par l'expérimentation classique. Donc, on a à la fois l'urgence des constraints et aussi les moyens de les adresser plus vite. Donc, c'est ça qui rend ces moments, pour moi, très particuliers. Mais je pense que c'est important, pour finaliser ce point, la découverte, c'est pas qu'elle est dévue. Pour moi, elle est un d'autres. Je ne vais pas dire seulement les vrais défis. Bien sûr, la découverte, c'est très important, mais un autre défi énorme, c'est l'industrialisation. Avoir un matériau révolutionnaire, par exemple, et soit un bureau, c'est grand-chose, mais les produire à l'échelle, l'intégrer dans une chaîne d'approvisionnement, les certifier, les vendre à l'échelle, c'est là où les temps et les capitales sont consommés. Et c'est là où on est en tant que secteur.
Je trouve ça intéressant de faire ce parallèle entre le software et puis le monde physique parce que c'est vrai que, et surtout avec l'IA générative et maintenant ça va, enfin, ce que tu peux faire sur un ordinateur avec du code ou de la création de contenu, ça va à la vitesse de la lumière, enfin, c'est quasi instantané. Et d'une certaine façon, on déplace un peu nos attentes sur le monde physique en se disant, bah, en fait, ça va aller pareil. Et en fait, non, tu peux pas brute forcer la nature où en fait ça prend du temps et c'est ce que tu décris. Je trouve ça intéressant de l'avoir en tête et ça me permet de revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure sur la question du pivot, tu vois, qui est un truc très valorisé dans les startups ou le software où en fait tu dis bah tu vas écouter ton marché et puis toi tu avais développé quelque chose mais en fait tu te rends compte que c'est pas ce qu'on veut et donc tu vas pivoter, tu vas changer ton fusil d'épaule quoi globalement. Mais ça coûte pas très cher quand tu fais du code, enfin c'est du temps et un peu de ce qui est pas du tout la même chose dans le domaine Artec. T'en parlais tout à l'heure, tu disais ça peut, même en termes de crédibilité vis-à-vis des clients, ça peut avoir de l'impact. Et donc, ça veut dire qu'au départ, bah forcément, tu dois, entre guillemets, faire plus attention à comment tu choisis ton marché. Je veux bien ouais, que tu précises un peu comment tu fais pour choisir ce marché quand tu es une Artec et peut-être donner l'exemple de la façon dont ça a été fait chez Altrof parce qu'en fait, tu commences, tu sais pas trop où ça va aller. Pour autant, tu sais que si tu te trompes, ça va être beaucoup plus cher en tout cas de bifurquer quoi. Oui, je pense qu'en software, pivoter, c'est, je veux dire, presque une vertu. Tu changes de segment, tu adaptes tes produits, tu restes en quelques semaines. Mais en hard tech, en pivot, c'est dans des grandeurs plus risquées. Donc, c'est important de pas seulement avoir l'intuition, mais vraiment avoir un modèle concret et bien basé. Dans la façon dont je vois ces choix, et ces chemins, ces parcours, c'est qu'il faut croiser des dimensions pour choisir ton terrain, on va dire. Donc, d'un côté, les facteurs externes, donc c'est la taille de marché, oui, mais surtout les dynamiques réglementaires, les technologies substitutives, coûts de switching, urgence du besoin. Et aussi de l'autre, je pense que c'est aussi hyper important, les facteurs internes. Donc, les savoir-faire de l'équipe, les capitales disponibles, et que c'est très important dans les hard tech, la capacité à scaler. Donc, en gros, c'est que les marchés demandent et c'est que tu es capable de livrer. En pratique, parce que je pense que sinon, on laisse tout dans l'idée. Mais en pratique, comment on fait ça? Par exemple, on peut construire une matrice. Donc, on définit les critères qui sont pertinents pour notre contexte. Donc, ça peut être bien sûr la taille de marché, mais aussi la marge, la complexité réglementaire, compatibilité avec notre technologie, temps d'action marché, concentration des acteurs, etc. Ensuite, on pondère ces critères selon nos priorités et nos constants et on évalue chaque segment contre cette grille. Les résultats, c'est une sorte d'échiquière, on va dire, qui te montre où tu peux jouer, où tu as les plus de chances de gagner et où ce n'est pas la peine d'aller. Du moins, pas maintenant. Donc, c'est un outil vivant qui, par exemple, chez Atrof, on met à jour au fur et à mesure que notre compétition de marché évolue. Dans chez Atrof, c'est ça qu'on a rationné. On n'a pas choisi notre marché cible en se disant c'est les plus gros marchés. On a regardé où notre technologie pourra apporter un avantage significatif, où les besoins étaient urgents, où les acteurs en place étaient confrontés à des limites réelles, que ce soit des performances, des coûts, des réglementations d'approvisionnement, etc. Et aussi, notre équipe avait la crédibilité, la capacité technique pour exécuter. Après, pour finaliser, je pense que l'analyse papier, on va dire, c'est génial, c'est hyper important, mais ça, par lui seul, ça, c'est pas suffisant. Tout le monde est biaisé. Dans la deuxième partie, une fois qu'on a l'analyse, c'est bien sûr, c'est tester avec du faux réel. On sait aller parler aux clients, partenaires, fournisseurs, etc. Et confronter tes hypothèses à la réalité. Donc, c'est là que tu découvres si ton North Star tient ou pas. Et comment tu sais que tu as choisi les bons North Star? Donc, quand les conversations avec les marchés confirment non seulement que les problèmes existent, mais aussi que les acteurs sont prêts à s'engager pour les résoudre avec toi. Donc, c'est pas juste c'est intéressant, mais c'est on va travailler ensemble. Et pour moi, c'est ça la différence entre une hypothèse et à la fin, la validation. J'avais une autre question qui est plus sur le modèle économique, où bah en fait ce modèle économique est alors c'est vrai dans le software même s'il est plus tu vois tu parlais
de licence, le modèle. Il y a des modèles déjà existants, on va dire, dans le software. Dans la hard tech, c'est un peu plus difficile à avoir en tête au départ, et notamment, je me rappelle qu'on a eu cette conversation-là de positionnement dans la chaîne de valeur. En fait, tu sais jamais trop au départ où est-ce qu'il va y avoir un vrai besoin ou une vraie pertinence, et où ce que tu proposes va être vraiment le plus utile dans la chaîne de valeur. Pour autant, tu vois, c'est un, c'est un sujet quand même un peu clé. Comment, tu vois, tu peux prendre l'exemple d'Altrov, mais si tu as d'autres exemples, moi je suis intéressé. Tu vois, comment tu construis ce modèle économique, et notamment comment tu vas calibrer le bon positionnement dans la chaîne de valeur, là où tu vas être le plus utile et puis là où ça va être le plus rentable économiquement? Je pense qu'il y a quelques leviers principaux sur lesquels on peut agir. Premièrement, on peut parler un peu en général des comment définir les business models dans ces cas-là. Mais aussi, surtout, et c'est très intéressant, ta position dans la chaîne des valeurs. Euh, donc, tout d'abord, je pense que les business models en deep tech est rarement clair au départ. C'est totalement normal. Quand tu développes une technologie qui n'existait pas encore, tu ne peux pas avoir un business plan parfait dès les jours 1. Les problèmes là, c'est qu'un mauvais choix initial sur ta position dans la chaîne des valeurs peut être fatal. Parce que, contrairement au software, comme on parlait avant, corriger les tirs coûte très cher. Donc, comment on fait? L'idée, c'est de ne pas essayer d'avoir un business model parfait tout de suite, mais de simuler plusieurs modèles et de les comparer. Tu testes différentes configurations, à qui tu vends, ou tes positions dans la chaîne des valeurs, ce que tu gardes en interne, ce que tu externalises, et tu regardes laquelle tient le mieux face à tes constraintes. Donc, il y a cinq leviers principaux sur lesquels tu peux agir. Et on va finir avec la capture des valeurs dans la chaîne. Alors, les premières, c'est les unit economics. Donc, le modèle doit prouver que le business peut fonctionner à l'échelle. C'est un peu en retour à la question presque tout au début. Si ton modèle, par exemple, dépend des contrats R&D avec des industriels qui historiquement n'investissent presque rien en research and development, ou si ta technologie est des fois meilleure, des fois mieux, mais 10 fois plus cher, par exemple, ça va être très compliqué. Donc, il faut viser une économie qui offre des rendements à l'échelle venture sans avoir des blocages structurels devant toi. Donc, le deuxième, c'est les time to market. Ça, c'est très important dans la deep tech euh, parce que les chemins vers les revenus, la plupart des temps, c'est plus long que dans les software. Donc, il faut les dérisquer. Si le challenge, par exemple, il y a plusieurs étapes, si la technologie nécessite un scale-up, si tu as besoin de partenaires, je pense qu'il faut se concentrer tout d'abord sur ton périmètre de contrôle, les maîtriser et déléguer le reste. Donc, externaliser ce que d'autres peuvent faire plus vite et mieux en gardant la carte de ta technologie en état. Donc, la troisième, c'est l'intensité du capital. Donc, lié au temps avant les revenus, externaliser des millions importants, mais non critiques de la chaîne, va non seulement accélérer les développements, mais aussi te permettre de t'appuyer sur l'infrastructure que d'autres ont déjà construite. Parce que cette étape de développement, les paris deviennent plus risqués et plus lents et bien sûr plus chers. Donc, essaye d'avoir, intègre ensuite et système de sens économique. N'essaye pas de dominer toute la chaîne d'approvisionnement dès les départs, parce que sinon tu te disperses et la moindre erreur consomme des ressources qui auront été bien allouées à la technologie vraiment critique. Les quatrièmes, c'est l'adoption de marché. Donc, qui va t'acheter? Quelle sera ta position dans la chaîne des valeurs? Et c'est critique parce que ça définit tes interlocuteurs, leur budget et leur pain point. Donc, cibler une industrie directement versus cibler les fournisseurs des tiers 1, par exemple, et de cette industrie peut donner des dynamiques complètement opposées. Et cinquième, et je pense que c'est très, très important, c'est la capture des valeurs. Donc, comment est-ce que tu captures la valeur de la technologie que tu apportes au marché? Parce que si l'impact est massif, mais que tu opères dans les mauvais espaces, avec les mauvaises fondations, et alors, propriété intellectuelle, mais ciblée dans la chaîne, mauvais calcul du temps avant les revenus, etc., c'est un autre acteur qui va capitaliser sur ton développement. Euh, je pense qu'en général, il y a des erreurs qu'on peut éviter. Là, d'abord,
en erreur, c'est essayer de dominer toute la chaîne de valeur dès le départ. Tu vas te disperser. Ne pas simuler plusieurs modèles avant de s'engager, parce que tu risques de t'enfermer. Il faut tester des différents schémas et parce que sinon, tout de suite, on a un schéma en tête et on va adapter peut-être les discours pour que ces schémas marchent. Mais essayer de voir différents schémas. Et bien sûr, sous-estimer l'importance de la position dans la chaîne. Ça, c'est très important parce que c'est elle qui détermine si tu captures les valeurs que tu crées ou si c'est quelqu'un d'autre qui les fait à ta place. Tu as dit un truc tout à l'heure qui était sur les durées de développement ou dans le software ou dans l'IA plus traditionnelle, on va dire. Enfin, en tout cas, les modèles ou ça peut aller assez vite, tu vois, ça peut se compter en semaines, en mois. Là où, dans le domaine de la hard tech, où, typiquement vous, ce que vous faites chez Altrove, mais dans d'autres domaines où tu dois développer un matériau, le faire valider, l'intégrer, ça peut prendre des dizaines d'années, voire, enfin, tu vois, ça peut prendre, je sais pas, 15 ans par exemple. Et la question que j'avais, c'était par rapport au financement. Tu vois, les VC, ils ont des horizons je sais pas, 8-10 ans, on va dire, pour faire un exit, là où l'industrialisation d'une technologie physique comme la vôtre chez Altrove, mais pas que, hein, ça peut prendre 15 ans. Et si j'ai compris, mais je veux bien que tu décrives ça, c'est que l'architecture financière ou la manière pour les VC d'investir ou c'est assez différente de celle qui est faite dans le software. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne? Et est-ce que dans ce domaine-là, tu vois, comme dans le software traditionnel, c'est trusté plutôt par des Américains anglo-saxons ou les Français ou Européens sont présents quand même aussi sur ces sujets-là. Je pense que le décalage fondamental, c'est les temps. Bien sûr, en fond des des capital risques fonctionnent typiquement sur des horizons de 7, 8, 10 ans. Mais l'industrialisation d'une technologie physique peut être, bien sûr, comme tu disais avant, Clément, 15 ans du concept à la maturité. Donc, structurellement, il y a un mismatch entre les véhicules financiers dominants et la réalité du secteur. Je pense que ces décalages, ils se travaillent des deux côtés. Donc, côté fonds, il faut adapter les structures, mais côté startup, tout ce qu'on a discuté avant dans ces conversations, donc bien choisir son marché, valider la demande progressivement, construire le business model, etc. Tout ça réduit les temps entre l'investissement et les retours aussi. Donc, boîte hard tech bien exécutée peut comprimer significativement ces horizons commerciaux sans sacrifier les cœurs de la technologie. Côté architecture financière, la grande différence avec les softwares, c'est que tu ne grandis pas uniquement sur de l'equity. En hard tech, c'est empilement des couches. Au début, c'est de l'equity early stage, classique la plupart des temps. Mais ensuite, il existe d'autres outils, des prêts, financement public, privé, du project finance, etc. Et pour accompagner les phases du pilotage et des scale-up industriels. Et enfin, il y a aussi des contrats de off-take pour sécuriser de la dette et financer la production. Donc, chaque étape de maturité technologique appelle un outil différent et les savoir-faire, c'est de les articuler très. Est-ce que les investisseurs européens s'adaptent? Oui. Les demandes, bah oui. On voit des fonds qui allongent l'horizon, des initiatives qui combinent les capitales publics et privés et ont conscience croissante que les métriques SaaS ne s'appliquent pas forcément ici. C'est vrai qu'on reste encore dans une logique, je parle d'un généraliste, mais on reste encore dans une logique trop SaaS. Beaucoup de fonds évaluent les boîtes hard tech avec des grilles software, alors que les bons signaux en hard tech, c'est d'autres métriques. Donc on mesure la progression par des milestones physiques opérationnels, pas forcément avec des métriques utilisées en SaaS. Ce qui me rend optimiste, c'est que le capital suit les constantes et les constantes, la rareté des ressources, la décarbonisation, la souveraineté industrielle, etc., sont en train de forcer les marchés à évoluer. Il y a un autre point où je pense qu'il y a une différence, ou en tout cas quelque chose d'intéressant si on compare la hard tech et le software. Je crois que tu disais dans un de tes articles, tu vois, on fast-track pas un ingénieur en sciences des matériaux. Enfin, il y a cette question, mais c'est vrai aussi, je sais pas, dans le domaine de la biologie ou dans le domaine médical, où il y a des domaines comme ça, où il y a une expertise technique très très pointue et qui s'acquiert qu'avec le temps. Et aujourd'hui, les modèles d'IA, on se rend compte qu'ils sont pas encore au niveau. Et donc, pour toi, tu vois, cette rareté des talents et cette nécessité d'attendre que
alors j'aime pas ce terme, la ressource humaine soit au niveau, tu vois? Ça peut être un goulot d'étranglement. Est-ce que tu penses que ça va changer avec l'IA générative ou pas? Ouais, la rareté des talents, c'est un des freins du secteur. On ne formait pas un ingénieur en sciences et matériaux, en génie chimique en 6 mois. Et c'est des années de formation, d'expérience, de laboratoire, des compréhensions des processus physiques, et cetera. Est-ce que l'IA change ça? Oui, partiellement. L'IA génératif accélère énormément certaines étapes, exploration visuelle, prédiction des propriétés et l'identification des candidats prometteurs. On le voit, des processus qui auront pris, des mois, je parle à trop, mais c'est en général, je parle en général. Des processus qui auront pris des mois, peuvent trouver comprimés significativement grâce à nos modèles. Mais c'est vrai que l'IA ne remplace pas du tout les scientifiques. Elle amplifie sa capacité, mais tu as toujours besoin de quelqu'un qui comprend la physique, qui sait interpréter les résultats, qui peut valider en laboratoire que les modèles prédits. Tu passes moins de temps à chercher et plus de temps à valider, à développer, mais il faut toujours les talents humains pour faire les ponts entre les calculs et les modèles. Au-delà de la rareté pure, il y a aussi les chocs culturels. Donc, c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément. Dans la culture software valorise l'itération rapide. Tu ships, tu mesures, tu corriges, tu reship. Dans les cycles courts et les feedbacks est presque immédiat. Et l'erreur, c'est presque encouragé parce qu'elle coûte peu. On fait rapidement itérer. Par contre, la culture industrielle, typiquement, demande de l'endurance. Les cycles sont longs, les erreurs coûtent cher parfois, et en temps capital, parfois en sécurité. Donc, la rigueur n'est pas une option, c'est une nécessité. Donc, quand tu travailles avec des matériaux et tu ne veux pas ship un MVP à terrain en production, donc chaque étape doit être validée, certifiée et documentée. Construire une équipe qui mélange ces deux cultures, ce qui est inévitable dans une boîte high-tech, et tu as des scientists, des ingénieurs, des profils business, etc. Il faut gérer cette tension au quotidien. Donc, il y a personne qui veut aller très, très vite. Il y a personne qui veut absolument des rigueurs et des reproductibilité. Et les profils business veulent des résultats démonstrables pour le client. Je pense qu'aucun n'a tort, mais il faut construire un cadre opérationnel qui respecte les contraintes de chacun. Je pense que ça, c'est un aspect sous-estimé à la construction des boîtes high-tech. Et la technologie, bien sûr, est un défi. Les marchés, vraiment un défi. Mais il faut aussi faire cohabiter ces deux cultures pour qu'elles se renforcent au lieu de se freiner. Ouais, c'est un grand défi, mais c'est aussi ça peut être un avantage. Dans le débat public ou en règle générale, tu vois, en ce moment, on entend beaucoup parler dans l'IA, de l'IA générative, mais plutôt dans le domaine du software, la gestion de l'information globalement, tu vois, Claude Code, les LLM. Il y a moins, je trouve, alors peut-être dans le domaine de la biologie, mais cette attention, tu vois, sur les aspects plus hard tech dont tu parles depuis tout à l'heure. Et donc, bah, ça drive d'une certaine façon aussi les investissements, l'attention. Tu vois, est-ce que pour vous, c'est un problème? Enfin, tu vois, je dis pour vous. Alors, pour vous, est-ce que pour Altrov en particulier, mais ce domaine-là de physical AI et toute cette partie art tech, c'est un problème? Ou comme tu disais, tu vois, du fait des questions de transition écologique, bah, ce qui se passe en Iran, où on se rend compte que en fait le monde physique c'est important quand même. Tu vois, ça drive un peu plus d'attention vers les domaines dans lesquels vous évoluez. Et peut-être question parallèle, c'est tu vois comment ça se passe en Chine, aux États-Unis ou dans le monde, dans d'autres pays, parce que j'imagine que toi tu regardes aussi par rapport à ces sujets-là. Non, c'est un problème parce que la quasi-totalité du débat public, de la couverture médiatique, ça commence à changer, mais de la couverture médiatique, mais surtout tout capital, et aussi ça commence à changer, était concentré sur la partie logicielle de l'IA. Donc, on parlait d'IA aujourd'hui, on parlait des ChatGPT, des générations d'images, des assistants, qui c'est hyper important. Mais ça, c'est que les coins en bas gauche de la grille qu'on parlait avant. Et c'est là où il y a les plus de monde, les plus de bruit, les plus de capital. Les résultats, c'est que des technologies qui vont avoir
un impact aussi très profond et durable sur l'économie réelle, je veux dire matériaux, énergie, manufacturing, sans se rendre moins réel et l'autre, sont sous-financés et sous-représentés dans la conversation un peu. Un fondateur qui travaille sur la découverte des je veux parler en général en deep tech, mais parfois il faut exprimer par exemple comment est-ce qu'on utilise l'AIA avant même de pouvoir expliquer ce qu'il fait dans la deep tech. Mais c'est aussi une opportunité pour des raisons. Premièrement, tous les capitales et l'attention qui vont vers je sais pas, les LLM, par exemple, les font avancer aussi les infrastructures computationnelles. Donc, les GPU, les architectures, les frameworks, etc. Donc, tout le monde se bénéficie. Et les fondations qui sont posées pour les modèles de launch accélérant aussi, bien sûr, les modèles pour la science des matériaux, la science énergie, aérospatiale, défense, etc. Et décidément, les faits qui évidemment regardent au moins de mon regard dans notre direction, deep tech, signifie potentiellement moins de compétition et plus de place pour construire des moats un peu plus profonds. Tu m'as demandé aussi pour la différenciation, on va dire, géographique maintenant. C'est là que ça devient un peu géopolitique. Donc, je pense que les États-Unis dominants sur l'infrastructure IA, ils sont les modèles, les computes, les capitales. Mais c'est vrai qu'ils sont aussi très actifs sur la physical AI, notamment en robotique, par exemple, en énergie. Tu as des programmes comme ARPA-I, des fonds comme Lux Capital ou DCVC, par exemple, qui investissent massivement dans les hard tech depuis des années. Et aussi une culture des prix des risques qui facilite les paris aussi à long terme. La Chine, je pense qu'il y a une approche très différente. Elle investit de manière stratégique et, on va dire, étatique dans les matériaux, les batteries, les terres rares, les manufacturiers. Dans la Chine ne cherche pas qu'à avoir les meilleurs LLM. Je pense qu'elle cherche à contrôler la chaîne d'approvisionnement physique. Donc, elle est en avant sur beaucoup de ces sujets. Et donc, c'est pas qu'un pari sur le logiciel, c'est surtout un pari sur les soustrats, on va dire. Et l'Europe, on va parler de l'Europe. Je pense que l'Europe a les talents, et la recherche, les institutions. Et Paris même est devenu un des premiers hubs deep tech européens, sans doute. Mais il y a un risque réel de rester coincé au milieu. Donc, avoir la science, mais pas l'échelle industrielle, et financer la découverte, mais voir la valeur captée ailleurs. Donc, je pense que les défis pour l'Europe, c'est de transformer et sa force scientifique en capacité industrielle. Et voilà, c'est exactement les sujets sur lesquels on travaille au quotidien. On arrive à la fin de l'échange. Peut-être juste une dernière question un peu, je sais pas si c'est prospectif, tu vois, mais avec ton regard où toi, tu es dans une startup deep tech qui utilise l'IA, mais plutôt, enfin, je sais pas si on peut appeler ça physical AI, en tout cas d'utilisation de l'IA pour avoir un impact dans le monde physique, tu vois. Comment tu vois l'évolution de ce milieu et de ton point de vue, quels sont les secteurs sur lesquels l'IA va avoir le plus d'impact ou accélérer le plus de choses? Est-ce que c'est la découverte de matériaux? Est-ce que c'est plutôt, je sais pas, la découverte de médicaments dans la robotique? Alors, je sais que t'as pas forcément, tu vois, une boule de cristal, mais tu vois un petit peu de ce que tu as pu voir, des convictions sur là où ça peut aller. Dans 10 ans, ouais, bien sûr, j'ai pas la boule de cristal. Je pense qu'on va voir, bien sûr, des évolutions dans les paysages, on va dire, la physical AI. La première, je pense que la frontière entre découverte et industrialisation va se comprimer. Aujourd'hui, il y a une fosse grande entre découvrir une nouvelle technologie et la produire à l'échelle. Dans des boîtes, nous, par exemple, les Chatroff, on est focalisé en comment réduire ça, mais en général, il est en fosse. Mais ces fosses, ça peut être classiquement des années, des décennies. Nous, Chatroff, je parle un peu de mon livre. Nous, Chatroff, c'est vachement plus rapide. Mais je pense que dans 10 ans, grâce à la combinaison de l'IA, de l'automatisation des laboratoires, des progrès computationnels, ce cycle en général va être significativement réduit.
Donc, on ne parlait pas d'éliminer la physique, toujours va rester physique, mais c'est vraiment de comprimer suffisamment pour que l'innovation physique suive un rythme un peu plus proche de l'innovation logicielle. C'est, dans ce cas-là, je pense que ça peut être un peu un change de paradigme. La deuxième, peut-être, c'est que les chaînes de valeur vont se reconfigurer un peu. On les voit déjà, la pression sur la souveraineté, sur la décarbonisation, résilience des approvisionnements. Ça va forcer une organisation et une diversification de la production industrielle. Et les technologies de physical AI, ce qui soit la découverte des matériaux, mais aussi la robotique industrielle ou optimisation des procédés, vont être les outils qui rendent cette configuration possible, mais peut-être pas possible, mais bien sûr vachement plus facile. Donc, sans elle, la réindustrialisation reste un discours, on va dire, politique, mais avec elle, ça devient un plan exécutable. Attends, la troisième, et ça c'est intéressant, c'est que les acteurs qui auront réussi à maîtriser à la fois la couche computationnelle et la couche physique, je pense que seront dans une position extrêmement forte. Donc, des modes en physical AI sont très profonds. Ils ont fait des vrais baies, des procès validés, d'années de co-développement avec des clients industriels. Donc, une fois que tu es installé, tu es un peu difficile à déloger. En parlant des secteurs concrets, je peux donner quelques exemples, mais ces listes, ça va être trop loin d'être exhaustif. Donc, par exemple, je pense que le monde de l'énergie va changer, dans le stockage, production, transmission, etc. Il faut avoir sans percée technologique dans les batteries, les cellules solaires, la gestion thermique, etc. L'électrification à grande échelle reste contrainte. Donc, c'est probablement les secteurs où l'impact, ça va être très, très, très visible. Bien sûr, les matériaux et les chaînes d'approvisionnement critiques. Donc, ça c'est aussi hyper important. Et pas, pas parce que je suis biaisé, peut-être qu'un peu, mais forcément parce que ça, c'est aussi on parlait des soustrats avant. Ça, c'est aussi les soustrats sur lesquels tout se construit. Parce que tout se construit. Et donc, la dépendance actuelle sur quelques géographies, pour des réseaux de stratégie, est un risque réel. Et aussi, ça veut dire que la capacité à découvrir de nouveaux matériaux, développer des substituts viables, améliorer aussi les processus de recyclage, tout ça va devenir de plus en plus stratégique. Et c'est un sujet qui touche à la fois la compétitivité industrielle et aussi la souveraineté. On peut parler aussi, je pense que les manufacturiers et la robotique, ça va bien changer aussi. On voit une convergence très marquée entre l'IA, la robotique et les procédés industriels, et qui, je pense, va progressivement transformer la production. Donc, la robotique évolue. On passe des robots qui exécutent des tâches répétitives dans des environnements très contrôlés à des systèmes capables de s'adapter à des contextes plus complexes. Donc, on voit la robotique chirurgicale, la construction, automatisation flexible des lignes de production, etc. Et ça avance à des rythmes différents selon les secteurs, mais je pense que la direction est claire. Et ça va ouvrir des possibilités de fabrication qui n'étaient pas envisageables il y a quelques années. Et pour donner d'autres exemples, par exemple, la défense et l'aérospatiale, ce sont des secteurs où la performance technologique est critique, où les budgets existants et où la souveraineté technologique est bien sûr une priorité. Donc, l'IA physique va jouer un rôle croissant de l'autonomie des systèmes, la conception des nouveaux composants. Donc, si je devais résumer en une phrase, dans 10 ans, je pense que les services qui auront construit les ponts entre la découverte scientifique et la production industrielle seront parmi les acteurs les plus stratégiques de l'économie. Et c'est maintenant qu'on pose les fondations. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.